Nouvelle-Calédonie, actualité. 13 carcasses de bœuf ont fait le bonheur des bouchers aujourd'hui, puisque c'était la première vente aux enchères de l'année organisée par l'OCEF en partenariat avec l'UPRA Bovine, l'occasion de faire un point sur la filière. On le découvre dans un instant. Une formation sur les essentiels du numérique a débuté à l'IFU. Le Fonds interprofessionnel d'assurance formation, le FIAF de Nouvelle-Calédonie, finance ce genre de formation pour les entreprises afin d'évaluer leurs besoins face aux évolutions du numérique. On en parle dans cette édition. 2 incidents se sont produits il y a 2 mois, quasiment consécutifs. En question, des fuites d'hydrocarbures provenant de la SLN se sont déversées dans un estuaire à la limite de l'usine de Donyambo. En face des habitations, ces incidents ont suscité interrogations et inquiétudes. Nous avons recueilli leurs témoignages. Cette année s'annonce difficile pour les récoltes issues de la culture vivrière. Tout juste sorties du phénomène météo La Niña, les intempéries et les pluies conséquentes ont mis en difficulté les plantations. C'est le cas pour des maraîchères de Ponériouin que nous découvrirons à la fin de ce journal. L'OCEF a tenu sa première vente aux enchères de l'année. Les bouchers se sont arrachés les 13 carcasses de bœuf proposées cette année. Mais qu'en sera-t-il pour les saisons prochaines avec le retour de El Niño ? Comment la filière va-t-elle vivre ce changement de climat ? Notre journaliste Anna Mazer-Pirodon est allée leur poser la question. 610. 610 une fois. 610 deux fois. 610 trois fois. Tu viens la bouchée du sud. Pour la majorité de ces carcasses, les animaux n'ont connu que les conditions climatiques de la Niña. Ils ont pu brouter de l'herbe fraîche et abondante, mais avec le retour du phénomène El Niño, la sécheresse pourrait revenir. Les éleveurs savent qu'une période plus compliquée s'ouvre. Pour des animaux de 22 et 25 mois, et ils sont nés durant une période El Niña, donc avec forte humidité, forte précipitation, donc il y avait beaucoup de ressources alimentaires. Là, on commence à revenir sur des périodes un peu plus compliquées pour l'élevage, donc le climat El Niño qui commence à arriver, donc on commence à voir les alizés, les forts alizés, donc on s'attend à voir pour les années à venir, à avoir des carcasses un peu, moins productives que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir depuis ces 2 dernières années, quoi. Les éleveurs vont prioriser les prochaines années une alimentation sèche et des compléments alimentaires plutôt que de l'herbe en prairie. Une perspective qui n'inquiète pas les bouchers ou les membres de l'OCEF sur la qualité de la viande. Je pense qu'aujourd'hui, le retour d'El Niño, puisqu'il s'agit de ça, augure d'une certaine sécheresse, mais que les éleveurs qui sont professionnels, franchement, auront les moyens de traverser ces temps difficiles parce qu'ils feront du foin, ils feront du fourrage. Et donc voilà, ils sont responsables de leurs animaux et ils mèneront leur élevage du mieux possible. Non, parce que je pense qu'en Calédonie, on n'est pas en notre premier El Niño. Quand je pense qu'on a l'habitude, c'est cyclique. Donc automatiquement, on s'organise différemment. Et non, je pense que les éleveurs ils vont faire des réserves de foin et tout. Selon eux, les éleveurs s'adapteront cette fois encore. Les ventes aux enchères continueront à mettre en valeur leurs produits. La carcasse arrivée première au classement est repartie avec une enchère de 710 francs au kilo. Environnement, quel avenir pour les fonds marins de l'Asie-Pacifique ? Cette question fait l'objet d'un séminaire international ouvert à Nouméa depuis ce matin. Entreprises, chercheurs, scientifiques ou encore politiques de la région se sont réunis autour de la table pour échanger sur les nombreux enjeux qui entourent ces espaces encore méconnus. Les précisions du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Lefranc, au micro de Maëlys Vézir. Les grands fonds marins sont souvent l'objet de convoitises, notamment lorsque, au cours de phases d'exploration des ressources, pas forcément minières, mais assez rares, sont découvertes. La tentation de les exploiter est évidemment très forte, et donc il faut éviter d'altérer ce milieu. Ce séminaire permet d'échanger, peut-être parmi ceux qui participent à ce séminaire, la prise de conscience n'est pas la même. Et donc l'intérêt que des organismes scientifiques de recherche puissent y participer et échanger sur des points de fragilité de l'océan Pacifique, c'est une bonne chose. Je trouve très bien, moi, que ce séminaire ait eu lieu ici, en Nouvelle-Calédonie.
et il y a évidemment bien d'autres pays qui sont concernés par ce séminaire, mais que tous les pays qui sont conviés, invités et participent à cet exercice de réflexion, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il faut préserver pour nos enfants, nos petits-enfants, cet espace naturel qui est précieux pour nous tous, pour toutes les générations actuelles et à venir. Pour rappel, le gouvernement a adopté le 7 juin dernier un moratoire pour protéger les ressources minérales profondes de la mer de Corail en interdisant toute exploitation pendant 10 ans. Seule l'exploitation scientifique est autorisée, un moratoire sur lequel nous reviendrons en détail demain dans notre journal télévisé. En bref, la grève chez Gaspac prend fin. Depuis jeudi, les syndicats se mobilisaient pour défendre l'emploi local. Aujourd'hui, la direction du travail et de l'emploi a validé un protocole de fin de conflit. Il devrait être signé demain matin à 8h pour les délégués et les référents ressources humaines de la boîte. Le service reprendra juste après. Les signataires de ce protocole, pour préciser, sont les représentants de l'USWING, de la CTNC et le délégué syndical de l'USTKE. Les techniciens de Gaspac ont obtenu gain de cause. La direction examinera les 2 candidatures déposées en interne. Rappelons qu'il s'agissait de 2 Calédoniens. La phase diagnostique du parcours de formation sur les essentiels du numérique a débuté aujourd'hui au sein de la case de l'entreprise Labeco à Wéalifou. Cette étape s'adresse dans un premier temps aux salariés d'entreprise et se déroulera sur 3 jours. Concrètement, les stagiaires ont passé 2 heures avec un formateur pour identifier les besoins de chacun quant au format du numérique. Financée par le FIAF, cette première phase sera suivie par une formation plus pointue le mois prochain. Voyez ce reportage de Henri Nailolo. Il faut que je sélectionne d'abord. Exactement. Sélectionner comme ça. Et là, tu recliques. Reclique sur... Il a l'air bougé. Non, mais c'est bien ça. Pierre Auchas travaille pour un patron qui gère une entreprise de transport scolaire à Lifou. Pour ce quinquagénaire, il est très important de se préparer et de se familiariser avec le format numérique afin de faciliter la gestion de son activité. Quand on dit on passe à numérique, il faut suivre. Et puis ça facilite un peu pour les papiers, tout ça. On a appris les bases, comment il faut allumer l'ordi, comment il faut ouvrir les Word, tout ça, les bases. Puis la semaine prochaine, on passera à un autre niveau. Je vois que déjà, tu as quand même quelques bases, c'est intéressant. J'étais très satisfait parce qu'en fin de compte, on voit que les gens vont sur les ordinateurs, après ils survolent, c'est-à-dire qu'ils connaissent, ils savent ouvrir, ils savent copier-coller, mais bon après, ils ont besoin un petit peu, si vous voulez, d'améliorer ça pour pouvoir apporter dans l'entreprise. On est plongé dans l'entreprise, il faut, alors pas forcément maîtriser, mais il faut connaître au moins les bases du logiciel Excel par exemple, d'être capable de rédiger une belle lettre avec les marges et autres sur Word. Donc là, ils ont un peu de mal. Ça va être tout l'objet de notre formation. Aujourd'hui, c'est surtout pour voir quel niveau ont les stagiaires par rapport à l'utilisation de l'ordinateur, mais aussi de les mettre en phase avec le format numérique. Aujourd'hui, c'est une première pour la case de l'entreprise de devoir organiser des sessions de formation pour nos salariés, mais également pour nos entreprises, car voilà, c'est un levier stratégique pour nos entreprises et pour les aider justement dans leur démarche du quotidien pour la gestion de leur entreprise. Après cette première phase diagnostique, la seconde partie se déroulera le mois prochain avec des stagiaires de Marais et d'Ouvert. Ce matin, horaire calédonien, le FLNKS représenté par Magali Tingal-Lémé, le Rassemblement représenté par Laura Vandégou, les loyalistes représentés par Gilles Brial et Calédonie Ensemble représenté par Philippe Gomez se sont exprimés devant le C24, le comité spécial de la décolonisation de l'ONU. Ils se réunissaient de nouveau pour examiner la situation de la Nouvelle-Calédonie au siège de l'ONU à New York en ce début de semaine. L'occasion pour le FLNKS de renouveler sa demande de soutien à l'international et de réaffirmer sa contestation du 3e référendum. Philippe Gomez, pour sa part, a notamment appelé à poursuivre l'émancipation de notre terre. Pour lui, je cite, « Cette voie, celle de la souveraineté partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie, doit y continuer à s'épanouir, et y compris pour certaines compétences régaliennes, comme l'a affirmé il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. » Voilà. Environnement à présent. Comment la société Le Nickel tente de limiter l'impact de son activité industrielle à Nouméa ?
Il y a plus de 2 mois, le 18 avril, la SLN signalait une fuite d'hydrocarbures à Doniambo et 2 semaines plus tard, elle annonçait une nouvelle fuite de fioul le long de son quai de déchargement. Face à ces incidents, nous avons recueilli le témoignage de personnes habitant les alentours. Voyez ce reportage de Audrey Poitiers. 2 incidents dans la baie ont été relevés. Une fuite d'hydrocarbures dans le canal le 18 avril et une fuite de fioul le long du quai de chargement le 5 mai. Si nous avons reçu des communiqués suite à ces incidents, nous avons sollicité à plusieurs reprises la SLN pour savoir comment ont été gérées ces crises et comment la société tente de limiter son impact dans la zone. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse. Un manque d'information que pointe également Ensemble pour la planète, membre du comité local d'information SLN, qui dénonce aussi le laxisme des institutions. Nous craignons qu'en fait, le défaut d'investissement dans la sécurité, dans le maintien en bon état de cet outil industriel nous achemine vers donc des incidents à répétition, dont certains pourraient s'avérer être très graves. On pense que les difficultés financières ont des répercussions sur le niveau d'entretien du site et on voit bien qu'au travers des renouvellements d'autorisation dérogatoires d'exploitation qui sont donnés à la SLN, en fait, manifestement, les pouvoirs publics privilégient l'activité économique et donc l'emploi par rapport à la santé des travailleurs et puis bien sûr des riverains. Nous demandons à ce que les seuils calédoniens soient les seuils de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Scories, poussière, fumée, les habitants de Ducos sont régulièrement impactés par l'activité industrielle. C'est la 2e fois que Fabrice repeint sa maison. Il le dit, les rejets de la SLN nuisent à son habitation. Depuis qu'ils se sont installés ici avec sa famille en 2016, ils vivent au quotidien avec la pollution engendrée par l'usine. En fait, là, sur la voiture, on peut constater en fait sur le capot la scorie en fait qui est venue sabler le vernis, qui a attaqué la peinture, qui est allé jusqu'au métal et qui en fait me fait rouiller la voiture. Là, le verre. En fait, il y a tout qui rouille, même le verre, c'est rentré dans le verre, ça a attaqué et ça rouille à l'intérieur même du verre. Donc en fait, on a un double problème. On a le problème de la scorie, en fait, dès qu'il y a un coup d'ouest qui arrive chez nous et qui nous sable la maison et évidemment qu'on respire. Et l'usine qui envoie de la fumée à fond la caisse et du coup, on a de la poussière rouge de partout. Regarde l'état de la voiture. Mais voilà, en 3 semaines, ce qu'on ramasse comme poussière ici, et encore, il n'y a pas eu de gros coups d'ouest. Quand il y a l'ouest, c'est pire. On n'imaginait pas, en fait, ce qu'on allait prendre derrière. L'espace de quelques années, ça a pris des proportions qui étaient inimaginables à l'époque. Pas plus tard que hier soir, je disais à mon voisin, mais on dirait qu'il y a un incendie en face. Ils étaient en train d'envoyer la fumée à fond la caisse. Je suis bien dans cette maison, j'ai fait un joli jardin, on est bien, vraiment bien. Mais non, je ne me vois pas virer ici. Là, on va rester encore un petit peu parce qu'on n'a pas trop le choix, mais... et on ne sait pas les conséquences sur nos poumons. À ce jour, peu de recherches épidémiologiques ont été menées pour mesurer les impacts d'une mauvaise qualité de l'air sur la santé des Nouméens. Mais selon une étude menée entre 2008 et 2012, les quartiers les plus exposés à cette pollution sont Logicop, Moravel et la vallée du Tyr. On y apprend également que la zone de Ducos est celle qui enregistre une mortalité du cancer du poumon la plus élevée de Nouméa. Dans les prochains jours, un incinérateur de déchets dangereux va également être mis en route dans la zone. Sollicité, la province sud et les services du gouvernement de la DIMEC n'ont pas souhaité répondre à nos questions. En bref, dans un communiqué du Conseil économique et social et environnemental de Nouvelle-Calédonie, nous avons appris le décès de Bernard Paul, ancien médecin. Il aura été président de l'institution de 1997 à 2005, puis membre du Conseil économique et social et environnemental national. Ses pairs et collaborateurs saluent son travail. Autre communiqué, celui du comité local IAI. Il rend hommage à Cyriaque Alozio, décédé également, ancien maire de la commune d'Ouvéa de 1989 à 2001 et président du conseil coutumier de 2015 à 2020. Ses pairs soulignent sa participation à l'élaboration de la savonnerie, de l'huilerie ou encore de l'unité de désalinisation. Agriculture. La culture vivrière n'a pas été épargnée ces derniers temps avec la fréquence accrue des intempéries sous le phénomène La Niña. Beaucoup de surfaces cultivées ont eu du mal à bien se développer et donc produire face aux pluies abondantes. C'est le cas pour 2 maraîchères de Poney-Ruin. Leur plantation est située à la tribu de l'Embouchure. Elles nous font part de leur inquiétude sur leur récolte, notamment celle du taro.
Aurélie Chiron les a rencontrés. Ici, c'est les galeries que j'ai plantées. Et ils ne sont pas comme je voudrais, on va dire. Parce que comme on a eu beaucoup de pluie et beaucoup d'eau, ils ont pourri. La tubercule a pourri. La collection de tarots de Marie-Solange n'est pas en forme cette année. Les tubercules sont abîmés. L'urgence pour elle est de conserver le maximum de plants. Comme il y a eu trop d'eau et que j'ai vu qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de petits, j'ai préféré ne pas tout sortir la collection que j'ai pour ne pas perdre et préparer l'année prochaine. Même constat plus loin dans les plantations de Simone. Elle aussi cultive différentes variétés de tarots pour la vente et sa consommation personnelle. Pour la seconde année consécutive, les pertes sont nombreuses. Depuis 100 000, un truc comme ça. Les pertes? Oui. 600 000. Ça fait beaucoup quand même. Pour les petits agriculteurs comme nous, ouais. Le bilan pluviométrique du pays pour 2022 est supérieur à la normale. En moyenne, 2570 mm d'eau est tombée, soit environ 70% de plus que la valeur de référence comprise entre 1991 à 2020. L'année 2022 est donc l'année la plus pluvieuse jamais mesurée en Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, j'avais un grand chantao de combien? Presque 500 pieds en bas, mais j'ai tout perdu. Puis là, j'ai refait un peu petit. Puis là, je vais voir la récolte encore pour le GAPS. Est-ce que ça va être bien ou c'est encore la même chose? On fait avec. Les longues périodes de pluie favorisent également la propagation de l'anthracnose, cette maladie qui touche les ignames. J'essaie de voir les gros pour la coutume. Là, les gros, ça va être un peu comme ça. Sinon, les gros comme ça, il n'y a plus que des semences. Si les récoltes s'annoncent mauvaises cette année, le défi pour ces agriculteurs est de conserver le maximum de plants pour garantir les plantations pour 2024. Après 3 années sous l'influence de la Niña, le pays risque de connaître de nouveaux épisodes de sécheresse avec le retour d'El Niño. O-News Radio sur outremernews.fr.